Bonjour mes sœurs. Alors comme ça, vous êtes venus au cinéma? Oui, bien sûr. Nous aimons beaucoup le cinéma chez nous. Et nous y allons quelquefois après le travail, et quand nous avons le temps, de l'argent. Au fait, le cinéma, qu'est-ce que ça signifie au juste pour nous autres peuples d'Afrique, du tiers-monde? Peuples dits sous-développés, paysans chômeurs, crève la faim, quoi. Oui, la caméra, la pellicule, les projecteurs, toute la technique, ça a été inventé par qui? Hein? Pas par nous, bien sûr. C'est connu, nous n'avons pas créé de machine. Ce sont les Occidentaux. Les Toubabs, quoi, si vous préférez. Ainsi, les Toubabs ont créé le cinéma, d'abord chez eux, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et ils ont fabriqué des films pour amuser leur peuple. Et comme ils étaient chez nous, ils sont encore chez nous, ils y ont transporté leurs films pour nous amuser aussi. C'est gentil, non? Bon, on verra cela plus tard. Donc, pour nous amuser, et aussi pour nous prendre un peu de xaalis, un peu d'argent, les Toubabs ont construit des salles, installé leurs machines, et nous, par curiosité, nous avons vu le cinéma. Le cinéma. Ah, rappelez-vous. Oui, rappelez-vous. Tarzan. Tarzan et sa guenon Chita. Oula, la fille de la brousse. Bozambo. Bouboule. Bouboule, premier roi nègre. Il y avait aussi des explorateurs courageux qui bravaient tous les dangers pour venir nous civiliser, sans oublier les gentils pères blancs qui venaient nous apporter la bonne parole. On voyait même des Africains dans ces films. Oui. Bon, on ne les voyait pas beaucoup, hein. Ils étaient là pour ouvrir le chemin avec leur coupe à travers la brousse, pour transporter le matériel, pour aider, quoi. C'était normal. L'important, oui, j'insiste bien là-dessus, hein. L'important, c'était que ça fasse vrai. Que ça fasse couleur locale, quoi. Qu'on ait réellement l'impression que l'histoire se déroulait bel et bien en Afrique, chez nous. Mais l'histoire n'était jamais une histoire africaine, bien sûr. On voyait même chez nous des films auxquels on ne comprenait pas grand-chose. Mais on y allait quand même. Ces films racontaient des histoires d'Européens, et comme les Européens étaient chez nous, on n'avait pas le choix. On allait voir, comme des Blancs, des films de Blancs, faits par des Blancs, pour des Blancs. Et puis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous souvenez?
Quand nos parents, nos oncles, nos frères, nos cousins sont allés mourir là-bas, en Europe, pour délivrer l'Occident d'une tyrannie occidentale. Eh bien, là aussi, on a vu beaucoup de films. Oui, oui. Ils appelaient ça les campagnes africaines. Il y avait des tirailleurs sénégalais, des tabors marocains, des spahis algériens, et des Africains, quoi, nos frères. Mais ce n'est pas tout, hein. Il y avait aussi des Indochinois, des Malgaches, des Antillais. En somme, tous les colonisés, quoi, qui volaient au secours de la mère patrie. Aimons notre France immortelle, aimons-la tous, aimons-la bien. Aimons ceux qui sont morts pour elle, sans cet amour, il n'est rien. À mon commandement, section, attention! Repos! Garde à vous! En avant! Serré dans sa large ceinture, portant crânement la chéchia, il a vraiment bonne figure, Koulibaly, notre soldat. Au son des fifres et trompettes, son plainte sans larmes ni peur. Quand il charge à la baïonnette, rien ne résiste au tirailleur. Demi-tour! Il a fait le tour de la terre, il s'est battu sous tous les cieux. Il a connu bien des misères, mais son brave est toujours heureux. Demi-tour! Au son des fifres et trompettes, sans plainte, sans larmes ni peur. Quand il cherche à la baïonnette, rien ne résiste au tirailleur. Demi-tour! Ouais! À mon commandement, la section! Halt! Rapport! Koulibaly, notre soldat. Ils nous ont bien eu. Mais rassurez-vous, ça n'a pas tellement changé. Après, eh bien, après, nous avons eu droit au western américain. Et vous savez, mes frères, et ces films avec beaucoup de choses, et puis des coups de revolver, et où on tue beaucoup d'Indiens. Ouais. Vous vous rappelez, hein? Eh bien, maintenant, il paraît qu'il y a même des Italiens qui en font aussi. Oui. On les appelle des western spaghetti. Et ils continuent, eux aussi, à tuer beaucoup d'Indiens. Nous voyons tout ça chez nous, au cinéma. Et nous rions beaucoup. Nous rions beaucoup de voir tomber les Indiens comme des mouches. Il ne nous vient même pas à l'idée de penser une seconde que chez nous, des milliers de nos frères sont tués chaque jour par les balles des colonialistes blancs. En Afrique du Sud, en Rhodésie, en Angola, en Mozambique, en Guinée-Bissau. Oui, il faut quand même reconnaître que nous sommes bêtes parfois. Nous allons au cinéma et nous avalons absolument tout ce qu'on nous présente, comme des moutons, des moutons. Il ne nous viendrait même pas à l'esprit, même pas une fois, de penser que ces films sont du venin qui ne nous concernent pas. On n'y parle pas nos langues, on n'y traite pas de nos traditions, de nos cultures, ni de nos difficultés.
réalité de tous les jours, et surtout pas de nos problèmes. On dort. On dort. On se laisse endormir, quoi. Ouais. Eh bien, ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils font tout pour qu'on dorme, pour qu'on rêve. Parce que si on ne rêve pas, on pourrait se poser des questions. Et c'est dangereux pour eux qu'on réfléchisse. Alors, vite, ils nous embrouillent, et ils nous mélangent, comme on dit, et puis, hop, le tour est joué. Et on se laisse faire. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. Eh bien, notre vie misérable continue, avec tout ce que cela comporte. Le chômage, la faim, et puis certains d'entre nous quittent le village pour aller chercher fortune ailleurs. Fortune ailleurs. Ouais. Écoutez, moi, je voudrais qu'on m'explique, enfin, qu'on nous explique au cinéma pourquoi il y a des riches et des pauvres. Oh, peu importe la couleur, hein, noir, blanc, jaune, d'ailleurs, la couleur n'y fait absolument rien. Je voudrais surtout qu'on nous dise pourquoi les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Soit dit en passant, et tout à fait entre nous, les riches vous diront que c'est naturel, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça change de parti. Oui, 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 les riches savent toujours ce qu'ils risquent de perdre. Quant à nous, pauvres travailleurs exploités, nous n'avons pas du tout conscience de notre force. Pourtant, si nous le voulions, nous pourrions changer l'ordre des choses. Quand les immigrés arrivent en Europe, voici la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils entrent dans un système capitaliste qui divise les gens en classes sociales. À la base de ce système, on trouve une masse considérable de capitaux. Capitaux qui sont internationaux, qui n'ont pas d'odeur. Ces capitaux ont permis et permettent de construire les usines, d'acheter les matières premières et également d'acheter les machines nécessaires pour transformer ces matières premières. Alors, ce sont les gens qui détiennent et qui manipulent ces capitaux qui sont le véritable pouvoir dans notre société, car ce sont eux à qui appartiennent les usines, les banques, les entreprises. Or, pour gérer leurs affaires, ils ont besoin de représentants, ils ont besoin d'hommes de confiance, car eux, on ne les voit, pour ainsi dire, jamais. Ils agissent dans l'ombre. Donc, ils délèguent des gens pour diriger les usines, pour organiser le travail. Ces gens-là, nous les connaissons, ce sont les patrons. Bon, donc nous avons d'une part les moyens de production et nous avons d'autre part les gens qui les dirigent, qui organisent le travail. Est-ce que cela est suffisant pour faire fonctionner le système? Eh bien non, pour faire fonctionner le système, il faut des ouvriers pour faire tourner les machines, il faut des employés pour remplir les paperasses, il faut des gens pour vendre les produits. Donc c'est donc la masse des travailleurs qui fait fonctionner le système. Et la preuve de cela, elle est bien simple. Lorsque l'ensemble des travailleurs décident de faire grève, eh bien, toute cette gigantesque machine économique s'arrête. Les usines sont mortes. On peut aller même plus loin et dire, et se poser la question, finalement, d'où proviennent ces capitaux qui ont permis à ces systèmes économiques de se répandre? Eh bien, ces capitaux, c'est tout simplement le fruit de l'accumulation
des profits qu'ont fait ces groupes capitalistes sur le dos des travailleurs pendant des générations et des générations. Donc nous avons d'un côté la classe bourgeoise qui détient les monopoles industriels et commerciaux et qui exploite la classe laborieuse. Mais entre ces deux classes, il y a toute une classe moyenne qui en fait est constituée de gens, de travailleurs très divers, qui tantôt penchent du côté du patronat, tantôt penchent du côté du prolétariat. En gros, on peut dire que d'un côté, dans cette classe moyenne, il y a les cadres, les petits directeurs, les ingénieurs et autres universitaires à qui on a donné une petite partie de pouvoir et d'autorité et à qui on distribue aussi des miettes du profit. Alors ces gens-là, cadres et technocrates en général, penchent plutôt du côté du patronat parce qu'ils espèrent profiter au maximum du système et ils pensent peut-être aussi qu'un jour, eux aussi, ils pourront devenir patrons. D'un autre côté, on a la masse des petits gradés, des contremaîtres, des techniciens, dont la condition, en fait, n'est guère meilleure que celle des travailleurs et des ouvriers, et qui, pour cette raison, très souvent, s'allient avec la classe ouvrière. Ces divisions sont entretenues volontairement par la classe bourgeoise, qui oppose le grand chef au petit chef et le petit chef à l'ouvrier. Parce qu'en divisant ainsi les travailleurs, elle espère pouvoir régner tranquillement et ne pas se réveiller un matin avec en face d'elle une masse unie et compacte de travailleurs qui lui raviraient le pouvoir. Car en fait, à l'intérieur de ce système, il y a une lutte. Il y a une lutte de classe entre ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités. Dans cette lutte qui oppose les exploiteurs aux exploités, il y a des éléments extérieurs qui interviennent et qui viennent à la rescousse du patronat. Je veux parler de l'armée, de la police et aussi de tout l'arsenal des lois, les lois civiles et les lois religieuses qui finalement sont au service de l'État et lequel État est lui-même au service du patronat. Car l'État, finalement, qu'est-ce que c'est sinon les représentants officiels des groupes capitalistes qui, là encore, restent dans l'ombre, mais mettent en avant des hommes de paille. Alors voilà la situation dans laquelle les travailleurs immigrés vont entrer. Ils se rangent là-dedans, en dessous du prolétariat français. Car à la vérité, mes frères, sans nous, les riches ne pourraient pas s'enrichir. Oui. Bon, donc tu as khalismou. Revenons au cinéma. Le cinéma que nous voyons chez nous dans tout le continent africain. Ce cinéma qu'on nous déverse à flot, tout faux, et dont 99% des films sont faits et contrôlés par des sociétés étrangères. Ce cinéma où la vie des peuples du tiers-monde, des peuples en général, n'est jamais abordée. Entendez par là que nous n'intéressons les producteurs de ces films que pour alimenter leur caisse. Un danger nous guette, mes frères. Et si nous n'y prenons garde, ce précieux instrument de culture, d'information, de détente, de lutte qu'est le cinéma, risque de nous échapper à jamais. Bientôt, on nous mijotera un nouveau cinéma dit africain, où les cow-boys feront place à des féodaux costumés à l'africaine, à de belles négresses et talents leur charme à tout va, sans parler de tout l'arsenal traditionnel. Mais le contenu de ces films ne sera pas pourtant celui que nous attendons. Attention, mes frères, bientôt,
Des façonniers habiles prendront le relais des producteurs et réalisateurs d'aujourd'hui. Et au lieu que les films ne viennent comme par le passé de Hollywood, de Rome, Londres, Paris, bientôt de Johannesburg, vous savez, au sud de l'Afrique, là, le bastion de la ségrégation. Eh bien, bientôt, ces films-là seront faits sur place par nos propres frères qui se feront les prête-noms dociles et obéissants des mêmes sociétés étrangères pour nous endormir à nouveau. C'est contre ce danger qu'il faut réagir. Et le seul moyen d'en sortir, la nationalisation des salles de cinéma et des circuits de distribution. Oui, il nous faut un cinéma national. Car mes frères, tout a son temps. Il est un temps pour accepter. Il est un temps pour réfléchir. Il est un temps pour dire la vérité. Aujourd'hui, c'est le moment. Mom Sereo.